Nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec Lia Rosenberg. Lia Rosenberg Gamzon, on va dire. Vous êtes la fille de Robert Gamzon, Zichrono Livracha. Vous êtes la fille aînée de Robert Gamzon et on est très heureux de vous avoir ce matin à l'occasion donc de ces festivités du 72e anniversaire de l'État d'Israël. Bonjour Boker Tov. Boker Tov et bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous donc ce matin. On voulait parler avec vous et nous parlerons également avec votre frère Eli Gamzon de la Aliyah, on va dire de la famille Gamzon. Mais vous avez une particularité, c'est que vous avez décidé de faire votre Aliyah au moment de la création de l'État d'Israël, avant même que votre famille, vos parents et vos frères et sœurs ne partent en Israël, ne montent en Israël. En novembre 48, c'est exact, vous êtes monté... Exactement. Alors d'abord, je voudrais que vous nous racontiez, pour revenir un petit peu en arrière, parce que la famille Gamzon, c'est une famille célèbre, bien entendu, dans la communauté juive de France. Robert Gamzon, le père fondateur des éclaireuses israélites de France. Je voudrais savoir comment, au-delà de l'action, bien entendu, au sein de la jeunesse de Robert Gamzon, de ce qui s'est passé avec lui, de son action pendant la guerre, je voudrais savoir quelle était la place d'Israël, de la terre d'Israël, et puis de l'État d'Israël dans cette famille. Est-ce qu'on parlait souvent d'Israël ? Je peux pas dire que je me rappelle qu'on parlait très souvent d'Israël, mais je sais que maman était une sioniste déclarée depuis sa jeunesse. Depuis encore qu'elle était jeune fille, elle avait rencontré un groupe je sais pas, un mouvement de jeunesse, je crois en Allemagne, qu'elle avait rencontré à un certain moment, et elle s'était acquis en fait l'idéal sioniste à ce moment-là, et elle l'a toujours gardé. Donc elle, le côté Israël l'attirait beaucoup plus que papa, qui était entièrement investi dans la jeunesse juive de France. Et même si les EI n'étaient pas un mouvement, on va dire, proprement chaloutique, c'était un mouvement qui avait tout de même quand même un lien, on va dire, avec l'État d'Israël ou la terre d'Israël. Le mouvement EI était un mouvement pluralisme par le choix de mon père et aussi d'Edmond Flay, qui a été pendant longtemps le président des EI et qui a beaucoup influencé mon père. Et il voulait que le mouvement soit pluraliste, c'est-à-dire que les différentes tendances différentes juives actives soient représentées. Et donc il y avait, et en effet, dans les EI, une tendance sioniste aussi. Et Léo Cohen, Zichrono Livracha, qui a eu une grande influence jusqu'à sa disparition quand il a été déporté. Et il a eu une influence aussi, mettons, sionisante, oui, sur la direction du mouvement et sur enfin la pensée générale du mouvement. Mais c'était pas que tout le monde voulait partir en Israël. Alors, pendant les périodes qui ont suivi la guerre et bien entendu la période d'Orsay, au cours de laquelle votre père a créé l'école Gilbert Bloch d'Orsay et l'a développée, à Orsay, on parlait d'Israël de quelle manière ? Je peux pas vraiment dire. On parlait de quelle manière. Est-ce qu'on se posait... Mettons que c'était pas un sujet principal, mais à partir du moment où il y a eu la création de l'État d'Israël, les choses ont changé et c'est devenu bien sûr un sujet beaucoup plus actuel, beaucoup plus présent dans la communauté d'Orsay, quoi. Mais au début... on était focalisé sur les enseignements tirés de la Shoah et de l'identité juive. C'était surtout reconstruire la communauté juive de France, qui avait été pas mal décimée par la guerre, et former des cadres pour la diriger, quoi. C'était l'idée de mon père. C'est pour ça qu'il a fait Orsay.
Alors, et d'ailleurs, c'était l'idée de Gilbert Bloch lui-même, ça. De voilà, alors on vous voit en photo quand vous étiez jeune, pendant que votre père était encore à l'armée, dans l'armée française, probablement à la période de la drôle de guerre, avant le début, on va dire, des persécutions de la Shoah, plus exactement. Je voudrais vous demander comment vous avez décidé tout simplement de monter en Israël. Est-ce que c'était justement par idéal, on va dire peut-être que votre mère vous a transmis, vous a inculqué. Vous êtes parti en novembre 48, comme je le disais. Pourquoi avez-vous pris cette décision de partir même avant même votre famille? Mais ça prendra peut-être 2 minutes. Oui. Alors, on vivait, notre famille a vécu dans la maison d'Orsay, dans l'école d'Orsay depuis sa fondation. Et donc, moi, j'étais là-bas. Et la deuxième promotion d'Orsay, mon père avait fait un accord avec l'agence juive, et au lieu d'envoyer ces jeunes de prendre le groupe en hiver, dans un camp d'hiver, un camp de ski, comme on a fait l'année d'avant, on a fait un camp organisé par la Haganah, qui était ce qui est devenu ensuite Tzahal, qui est devenu l'armée israélienne. Et moi aussi, j'ai participé à ce camp. Et il y avait un chaliard d'Israël qui dirigeait ce camp, où on nous a appris un petit peu des techniques de défense, d'autodéfense, des choses comme ça, du judo, des trucs comme ça. Et il a beaucoup parlé d'Israël, et moi je me suis emballé pour l'idée. Et quand je suis revenu à la maison, j'ai dit à mes parents, dès que je pourrai, je veux partir en Israël. Je me dis pourquoi? J'ai répondu, parce que maintenant Israël il lutte pour sa survie, et moi je veux pas aller après quand tout sera fait. Je veux prendre part à l'effort du moment. Je me sentirais très honteux si je viens seulement récolter les fruits de ce qu'ils souffrent maintenant. Alors mes parents, ils m'ont mis un ultimatum. Si tu passes la première partie de ton bac, j'étais en seconde à ce moment-là, on te laissera partir parce que nous, on dit que les jeunes doivent réaliser leurs idéaux. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et c'est passé que cette année-là, j'ai bossé comme un nègre à faire la seconde et la première, et ensuite j'ai passé mon bac, et donc j'ai eu la porte ouverte pour partir, donc je suis parti. Vous aviez 17 ans? 17 ans, voilà. En novembre 48. Alors, quand vous arrivez en Israël, qu'est-ce que vous découvrez sur place? On est en pleine guerre d'indépendance. On n'est pas en pleine guerre, on est vers la fin de la guerre en fait. Oui. En novembre, le pays était déjà presque entièrement libéré. Et je me rappelle quand on est descendu du bateau, celui qui nous a accueillis, c'est Chameau, c'est Chonevracha, Hamel, Frédéric Hamel, et qui était un des dirigeants des EI avec papa. Papa, c'était lui qui dirigeait les EI en Alsace-Lorraine. Et il est venu me recevoir. J'étais avec un couple aussi de gens proches des EI avec lesquels j'ai voyagé. Et il est venu nous recevoir et il nous a dit, aujourd'hui, on vient de libérer la ville de Tzfat, Safed. Et c'est le jour de la libération de Tzfat qu'on a débarqué, quoi. Et je suis parti tout de suite avec eux à leur kibbutz, au kibbutz de Chameau à Inyan Netziv. On est partis tous les trois là-bas. Et voilà, et c'est le premier endroit où j'ai habité en Israël. C'est dans le Emek Bet Shean, le kibbutz Inyan Netziv, où habitait Chameau et sa famille. Et vous y êtes resté combien de temps? 2 mois. 2 mois. Jusqu'à ce que je puisse entrer à l'école Mikvé Israël, à laquelle maman à ma demande m'avait inscrit parce que je voulais apprendre un métier qui puisse servir au pays d'Israël qui était en train de se bâtir, et surtout au point de vue agricole. Donc vous étiez une véritable pionnière, on peut dire, hein? On peut dire ça, mais j'étais une pionnière, indépendante, quoi. Je faisais partie d'aucun groupe sioniste jeune, rien du tout, et j'ai dû, me débrouiller tout seul. Me débrouiller toute seule, c'est ça. Alors vous suivez donc après la fin de la guerre d'indépendance. Voilà. Alors après, c'est pas après, c'était encore pendant. Oui.
c'était à ce moment-là, quand je suis passé à Mikvé Israël, c'était les batailles pour libérer Beersheva et le sud. Et j'ai pas vraiment suivi des études parce que comme j'avais plus que 16 ans, je pouvais pas avoir les subventions de l'Aliata Noire. Donc j'étais en tant qu'apprenti, apprenti agricole. Et j'avais le droit d'aller au cours qui avait à faire avec la branche dans laquelle je travaillais. J'ai demandé à travailler aux arbres fruitiers et puis finalement ils m'ont passé à la vigne et je suis devenu vigneronne. Vous êtes devenu vigneronne. Et ensuite, alors racontez-nous alors lorsque vous retrouvez votre famille, parce que c'est à ce moment-là, plus ou moins, on va dire, la famille Gamzon, vos parents et vos frères et sœurs montent en Israël aussi en 49. Un an après, exactement un an après moi. Alors les retrouvailles, la famille s'installe où? Eh ben, la famille, elle est venue pas en tant que famille, mais en tant que dirigeant, groupe EI qui venait être pionnier en Israël, où il y avait une grande pas une majorité, mais une grande partie d'anciens d'Orsay, des 3 premières promos, et d'autres EI d'un peu partout, aussi beaucoup d'Afrique du Nord, du Maroc, d'Algérie, etc. Et ils étaient une 50aine. Et on leur avait promis qu'on les recevrait à la Kfutsa de Yavne. Ils voulaient un endroit dati, parce que la plupart étaient Shomrei Mitzvot. Mais quand ils sont arrivés, on avait amené un autobus pour les emmener à Sde Eliyahu. Ils ont dit quoi? Mais on va à Yavne? Non. Le kibbutz Hadessi a décidé finalement que ce ne sera pas Yavne, ce sera Sde Eliyahu. Alors il y a eu un petit peu de discussion qui a fait que tout ce groupe a atterri finalement au grand camp d'immigrants, Machane Olim, à Shar Aliyah, près de Haïfa, qui était un truc vraiment très précaire et très... Ah, donc ce groupe n'est pas arrivé. Le groupe de Robert Gamzon n'est pas arrivé directement à Sde Eliyahu. Non, il n'est pas arrivé. Mais alors, les Sde Eliyahu ont fait quelque chose de très intelligent. Ils ont envoyé un de leurs représentants qui parlait français et qui leur a dit, écoutez, nous on vous invite à venir passer Shabbat chez nous. Quand ils ont vu de quoi avait la vie dans le grand camp d'Aliyah, qui était vraiment très précaire et pas du tout agréable, très surpeuplé, il y avait tout, enfin c'était très pas du tout le cadre qu'ils pensaient trouver. Alors ils ont été contents de l'invitation, ils ont envoyé un soi-disant autobus. Enfin, jadis, il n'y avait pas vraiment des autobus. La plupart des gens voyageaient en camion dans lequel il y avait des bancs derrière. Bon. Et donc, ils nous ont envoyé comme ça un camion avec des bancs et on a passé un très beau Shabbat à Sde Eliyahu. On a été très, très bien reçus parce qu'ils avaient beaucoup besoin de main-d'œuvre, alors que Yavne n'avait pas besoin. Et finalement, après la réception vraiment chaude et sympathique, les gens ont décidé de rester là. Et puis voilà, et donc le Garin EI est resté à Sde Eliyahu jusqu'à cette dissolution. Alors, votre famille, elle s'installe donc à Sde Eliyahu. Oui. Et je voudrais vous poser une question, parce que c'est une question qui nous interpelle. C'est-à-dire, vous avez eu une discussion avec vos parents sur leur décision, eux, de monter en Israël. C'est votre mère qui a eu plus de poids sur cette décision que votre père. Est-ce que votre père était heureux de vivre en Israël, Robert Gamzon? La décision était certainement celle de papa, parce que c'est toujours papa qui dirigeait le côté idéologique de la famille, mais bien sûr avec l'accord enthousiaste de maman. Maintenant, pour dire que ça a été facile ensuite, à un moment, de devenir une repasseuse à Sde Eliyahu, alors qu'elle avait fait des études universitaires et qu'elle était d'un niveau intellectuel très élevé. Elle est devenue ensuite d'ailleurs prof de français à l'université de Tel Aviv. Et donc, comme elle était très sioniste, elle a fait tout avec beaucoup de courage, quoi. Mais
savoir la vraie raison, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont été très influencés par mes lettres. Parce que comme moi, j'avais rencontré à Mikvé Israël des jeunes qui venaient des kibbutzim et des moshavim non religieux, qui étaient des sabres, et ils étaient très idéalistes. Et ils pensaient seulement à bâtir le pays, ils pensaient pas à eux-mêmes, ils pensaient pas à leur avenir personnel, ils pensaient qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour le pays, qu'est-ce qu'ils pouvaient pour l'avenir. Moi, ça m'a beaucoup plu, cette atmosphère comme ça, enthousiasme et idéaliste. Et donc, j'écrivais des lettres positives sur l'atmosphère en Israël. Et ça, j'ai l'impression que mes lettres ont eu une certaine influence, je ne vais pas dire que rien que ça, mais une certaine influence sur mes parents, quoi. Et puis, il y avait une autre question, c'est que mon père, il se sentait très responsable aussi pour la jeunesse juive nord-africaine. Puisqu'il y avait, pendant la guerre, le mouvement AI s'est beaucoup développé en Afrique du Nord. Il y avait certains chefs AI, directeurs AI qui ont passé toute la guerre là-bas. Et il y avait plus de 3000 AI en Afrique du Nord, alors qu'en France, à la fin de la guerre, il y en avait peut-être 1000 au maximum. Alors, il se sentait très responsable. Et quand il a entendu qu'il y avait une aliyah massive d'Afrique du Nord vers Israël, il a eu l'impression que sa place était ici. Alors, vous n'allez pas obligatoirement, vous n'allez pas rester tout le temps à Sde-Eliyahu. La famille va se déplacer vers Rehovot parce que votre père, qui était ingénieur en électricité, va travailler au Machon Weizmann, n'est-ce pas? Non, c'était pas si court, c'était pas du tout aussi court que ça. Pas aussi court que ça. Quand on était à Sde-Eliyahu, on était en tant que Garin, c'est-à-dire groupe indépendant qui cherche à faire un kibbutz pour lui-même dans l'avenir. C'était l'idée de papa, c'était de faire un kibbutz ancien EI qui ait un impact important sur ce qui se passe ici, dans le sens d'un côté essayer de pallier à l'antagonisme religieux et non religieux en Israël qui existait ici, qui n'existe pas du tout en France à ce moment-là, et d'autre part d'essayer de faciliter l'intégration des Nord-Africains en Israël. Et donc, il voulait fonder un kibbutz indépendant pour ça. Mais malheureusement, il n'est pas arrivé parce qu'on n'a pas eu assez d'adhérents et que 50, ça suffit pas pour fonder un kibbutz. Mais quand même, le kibbutz Adati qui dirigeait les kibbutz, qui était l'organisme qui dirigeait tous les kibbutzim Adati, a demandé que nous passions de Sde-Eliyahu à Nir Etzion, qui était un nouveau kibbutz du kibbutz Adati, et qui avait un climat bien meilleur que le climat infernal de l'Emek Bet-Shan, où se trouve Sde-Eliyahu et Nanativ, où il fait tout l'été plus de 40, entre 40 et 45 tout l'été. Et donc, tout le monde a été tout à fait content de passer à Nir Etzion. Et on était à Nir Etzion, donc moi j'étais à ce moment-là, j'étais pas avec eux, j'avais été mobilisé, et on m'avait attrapé là-bas pour faire des cours de cadre. Et à Nir Etzion, il y a eu des changements. Ils sont transformés de kibbutz en moshav Shitufi. Et alors, il y a eu des grandes discussions dans le Garin, dans les Français, quoi. Et mon père voulait rester là pour trouver encore plus de gens pour faire comme le kibbutz qu'il rêvait de faire. Et puis finalement, on n'est pas arrivé à ça. Et finalement, le groupe s'appelait Garin Leokon, le groupe avec lequel mes parents étaient montés en Eretz, qui avait passé donc de Sde-Eliyahu à Nir Etzion, a éclaté, quoi. Une partie ont voulu retourner à Sde-Eliyahu, une partie ont voulu rester à Nir Etzion, et une partie ont quitté. Et mon père a été très 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 déçu. Il a vu tout son espoir s'envoler en fumée, quoi.
Et donc, il a décidé de quitter et de retourner à une vie privée. Et à partir de ce moment-là, il a quitté comment dire, je sais pas comment dire en l'engagement, français. on va dire, cet engagement. L'engagement pour Israël en général, pour diriger, sur le plan pour collectif, faire, etc. Sur l'engagement communautaire, je pourrais dire. Oui. Et il a décidé de retourner à une vie familiale normale et à son ancien métier, qui était ingénieur du son, ingénieur acoustique. Et donc, il a eu une proposition de diriger, au point de vue technique, une petite usine de radio, de radio, ce qu'on faisait à ce moment-là, avant les transistors, enfin de postes de radio, qui appartenait au groupe Amcor, s'appelait Amron, à Herzliya. Et donc, ma famille a déménagé à Herzliya. Mm-hmm. Et moi, je suis retourné à Sde Eliyahu. Vous êtes resté quand même au Ah oui, moi, je n'étais pas du tout pour aller en ville. Moi, la vie à la campagne, la vie dans la nature m'attirait énormément. À cause de mon enfance à Lautrec pendant la guerre, on était pendant près de 3 ans à la campagne et ça m'avait beaucoup, beaucoup plu. Donc, moi, je suis retourné à Sde Eliyahu, nouveau seul avec quelques anciens qui aussi ont voulu retourner à Sde Eliyahu. Et mon père a commencé sa carrière professionnelle, recommencé sa carrière professionnelle à cette usine Amron. Et c'est de Amron ensuite qu'il a passé à Weizmann plusieurs années plus tard. Ah, d'accord. Et tout en gardant des contacts avec les EI en France ? Oui. Il a gardé contact, il a fait même plusieurs voyages en France, je me rappelle plus pourquoi, on l'avait invité, on lui avait demandé de venir parler, de venir s'occuper, il est venu 2 ou 3 fois, il est parti. Et ensuite, moi aussi, les EI m'ont réclamé comme shlicha d'Israël auprès des EI. Et alors, j'ai fait 1 an, c'était je crois en 53-54, j'ai fait 1 an aussi en tant que, émissaire active à la direction des EI, quoi. En principe, c'était shlicha, mais en fait, ce qu'ils avaient besoin d'une commissaire qui se balade dans toutes les succursales, dans tous les gros pays en France et même en Afrique du Nord. Et ils n'avaient pas d'argent pour ça. Et comme la Sornout Yehudit était prête à payer pour un chaliar, j'étais un chaliar. Alors, on sait que votre père a disparu tragiquement en 1961 noyé à Palmachim sur une plage près d'Ashdod. Je voudrais avec vous, parce que ça fait partie de votre biographie aujourd'hui aussi, vous avez à un certain moment de votre vie, vous avez bifurqué, si l'on peut dire, et rejoint, on va dire, les communautés plus orthodoxes en Israël. Vous vivez aujourd'hui depuis de nombreuses années à Bnei Brak. Vous pouvez nous expliquer comment vous avez ce changement s'est produit avec de la pionnière. Ce changement était un changement que je cherchais depuis des années parce que à Orsay, j'ai découvert le judaïsme authentique. Et je dois dire que je dois surtout ça à Manitou, Zichron Livracha, Yehuda Ashkenazi, qui était très connu ensuite en Israël aussi, et qui donnait des cours à Orsay, même qu'il était encore la première année, il était encore élève. Mais en tant qu'élève, il donnait des cours. Et donc, j'ai écouté les cours de Manitou pendant 2 ans à Orsay. Et ça m'a fait découvrir un judaïsme beaucoup plus profond, beaucoup plus attachant et beaucoup plus vivant. Et quand je suis venu en Israël, j'ai cherché ça et je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé ça au kibbutz, ni à Ein HaNativ, ni à Sde Eliyahu. J'ai même demandé à la direction de Sde Eliyahu, quand j'y suis retourné après avoir quitté Ner Etzion et que le Garin soit en fait dissous, j'ai demandé comment on me donne une adresse où je peux aller me ressourcer sur ce plan-là. Et ils m'ont envoyé à un séminaire pour moniteur pour des groupes d'Aliat Noir Dati
à Beit Dagon, je crois que c'était. Et j'ai dit, bon, je vais essayer une semaine. Je suis allé et j'ai vu que ça ressemblait pas du tout à Orsay. C'était très universitaire, très sec. Il n'y avait pas vraiment de chaleur. Emouna, de chaleur juive, tout ça. C'était très, comme ça, technique, mettons, technique juive. Mais ça m'a pas du tout plu. Et donc, quand je suis parti en shlichut ensuite aux EI, je me disais, si c'est ça le judaïsme, alors j'ai pas besoin d'être dati, quoi. Pourquoi? À quoi ça sert? Mais je cherchais quand même quelque chose de mieux. Et ensuite, j'ai rencontré, dans ma shlichut en France, j'ai rencontré une cheftaine qui apprenait au séminaire de Gateshead, au séminaire Bet Yaakov de Gateshead, et une française, une ancienne d'Orsay, ancienne EI, pas ancienne EI, en pleine EI, puisqu'elle dirigeait un camp. Et j'ai appris qu'il y avait, oui, un judaïsme qui était comme ça, qui était beaucoup plus vivant, beaucoup plus profond, beaucoup plus vécu, qui était ce que je cherchais. Alors, je lui ai demandé d'aller passer au moins les fêtes de Tishri à Gateshead. Et enfin, on est arrivé à arranger ça. Et j'ai vu qu'effectivement, c'est ce que je cherchais depuis des années, depuis que j'avais quitté Orsay. Et donc, quand j'ai fini ma shlichut, j'ai fait continuer jusqu'à la fin de l'année. Au lieu de retourner en Eretz, je suis allé apprendre à Gateshead pendant 1 an. Voilà. Et après, vous êtes revenu en Israël je suis revenu en Israël et je suis revenu à Bnei Brak et... Vous êtes marié, vous avez etc. Mais je peux dire que dans mon travail, je me suis toujours servi de... comme j'ai surtout dirigé des internats de jeunes filles, quoi, plus jeunes ou moins jeunes, mais ce que j'ai fait pendant toute ma carrière, professionnelle. Et je me suis toujours servi du scoutisme pour rendre les choses plus sympathiques et plus intéressantes et plus attachantes. Voilà. Eh bien, Lia Rosenberg-Gamzon, fille de Robert Gamzon, et d'ailleurs, c'est le moment de mentionner votre livre, le livre que vous avez écrit. Vous êtes la fille de Castor, c'est le titre du livre que vous avez rédigé vous-même, qui raconte justement en particulier la période de la guerre, mais en fait, le fait d'être la fille de cet homme célèbre, de cette légende du judaïsme français qui a été Robert Gamzon. Eh bien, on voudrait vous remercier beaucoup pour votre témoignage ce matin, à l'occasion de ces fête de Yom Ha'atzmaut. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne santé en cette période, il faut se le souhaiter, et longue vie à Admea Vestrim. Merci beaucoup et c'était très sympa d'avoir l'occasion de raconter cette histoire à un public dont je ne sais pas s'il est grand ou petit, mais enfin j'ai l'impression qu'il n'est pas tellement petit. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui seront heureux d'écouter ce témoignage, qu'il soit EI ou non. Merci beaucoup, Lia Rosenberg, et shalom, à bientôt.